Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil communautaire de l'agglomération du Grand Dax du 21 octobre 2021. On faisait le point parce qu'apparemment, quelques embouteillages ont retardé certains d'entre nous pour arriver, mais je pense que, notamment en trottinette, on a pu arriver à l'heure. C'est une leçon à retenir. Il faut de l'autonomie depuis Tartas. Guylaine Dutoya s'est portée candidate pour être secrétaire et nous l'en remercions et je lui propose donc de faire l'appel. Bonsoir tout le monde. Donc Véronique Auduit est là, Jean-Marie Abadi aussi, Guylaine Dutoya, je suis là, Julien Dubois est là, Martine Dedieu est excusée et donne pouvoir à Monsieur Dubois, Grégory Randé est là, Sarah Péchaudral-Joël est là, Pascal Dagès, je l'ai vu et entendu, Marie-Constance Loubert, elle donne pouvoir à Monsieur Relot, c'est ça. Amine Benalia Brouche, Marie-Hélène Hénaud, je l'ai vu aussi. Guillaume Lossu aurait un petit peu de retard et durant son retard, c'est Monsieur Randé qui aura le pouvoir. Martine Héridia donne pouvoir à Amine Benalia. Alexis Arras est absent et donne pouvoir à Madame Hénaud. Martine Labarchette, je l'ai vue, elle est là. Julien Relot est présent. Florence Pessal aussi. Vincent Morat aussi. Axel Verdière est là. Yves Loumet aussi. Isabelle Rabot-Favreau n'est pas là et donne pouvoir à Madame Verdière. Pierre Stétin est là. Philippe Castel est là. Pascal Lavigne aussi. Serge Pomarez aura probablement un peu de retard et donne pouvoir à Gloria Dorval le temps de son absence. Gloria Dorval est là. Sophie Irigoyen est là. Et si tu devais partir avant, tu donnes pouvoir à Jean Soupler, tu penseras à laisser ton petit boîtier en sortant, si le conseil était trop long. Donc Jean Soupler est là. Gérard Lebail, je l'ai vu. Pardon. Bérangère Saboureau, je t'ai vu aussi. Albert Rosemary est absent et donne pouvoir à Madame Saboureau. Philippe Lafitte est présent. Chantal Fraisse aussi. Hervé Darrigade est absent et donne pouvoir à Madame G. Ok. Donc du coup, Caroline G est là. Christian Carrère. Julien Bazus. Sylvie Péducas. Jean Lavielle aussi. Martine Gay aussi. Monsieur Godot aussi. Christine Beyris, je l'ai croisée. André Humeau est présent. Catherine Favard aussi. Catherine Lagrasse donne pouvoir à Monsieur Lafourcade. Donc Monsieur Lafourcade. Jean-Claude Blanès. Il n'est pas arrivé, d'accord. Il n'y a pas de pouvoir pour l'instant, donc pour l'instant il n'est pas là. Henri Bedat donne pouvoir à Sylvie Péducas. Christine Lalanne donne pouvoir à Monsieur Villaton. Très bien. Alain Bergeras est là. Corinne Laporte aussi. Philippe Delmont est présent. Bernard Langouaner aussi, pardon. Hikmat Chahine sera probablement en retard et donne pouvoir à Alexandra Bonenko. Parfait. Alain Dubourdieu aussi est là. Et Thierry Bourdillas aussi. J'en ai terminé, Président. Merci Guylaine. Alors comme tu le précisais, Hikmat Chahine aura du retard, peut-être un gros retard d'ailleurs. Peut-être d'ailleurs jusqu'après la fin de ce conseil. Alors du coup, quand même, je vous propose de repousser les délibérations liées aux finances que Hikmat doit rapporter en fin de conseil, en espérant qu'il ait le temps d'arriver, puisque je sais que vous tenez tous à ce que ce soit lui qui
qu'il rapporte ces délibérations financières pour aller dans la précision. Et s'il n'est pas arrivé, ben je les présenterai. Vous avez été destinataire, comme d'habitude, des actes pris en vertu de la délégation de compétences que le Conseil m'a confiée. Est-ce que ces décisions appellent des questions ou des commentaires? Il n'y en a pas. Vous avez aussi été destinataire du procès-verbal du dernier Conseil communautaire du 29 septembre 2021. Est-ce que ce procès-verbal appelle des questions, des commentaires ou des rectifications? Non. Alors, nous allons passer au vote. Et pour ceux qui peut-être n'étaient pas présents lors de la dernière séance, donc je rappelle que pour voter, nous avons maintenant des boîtiers électronique qu'on vous a confié ou que vous avez trouvé sur vos tables en début de conseil communautaire. Donc ce boîtier comporte notamment 3 touches, une verte, une rouge et une plutôt orange, entre le jaune et le orange. Donc la verte pour voter pour, la rouge pour voter contre, la orange pour s'abstenir. Lorsque j'ouvrirai les votes, vous verrez un écran avec des pavés représentant chaque élu et vous pourrez vérifier que votre vote correspond à votre volonté. Vert pour, rouge contre et orange abstention. Et j'indiquerai, lorsque nous arriverons à la clôture du vote, c'est le moment où vous ne pourrez plus le modifier, sachant que jusque-là, vous pouvez toujours modifier votre vote en appuyant sur une autre touche. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, surtout pour ceux qui n'étaient pas là lors du dernier conseil, où nous n'avons eu aucun incident? Bien, eh bien, je vous propose d'ouvrir le vote pour l'approbation de ce procès-verbal. Alors, les gens qui ont des pouvoirs, notamment, je pense que c'est un peu ça la cause. Pouvoir d'Hervé Darrigade, de Catherine Lagrasse, très bien. Caroline. Voilà, donc je vais clôturer le vote. Le vote est clos. Et le procès-verbal est adopté à l'unanimité des présents. Nous passons donc au premier point de cet ordre du jour qui concerne l'administration générale et la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion d'équipements culturels et sportifs avec la modification de l'intérêt communautaire. Comme vous le savez tous, puisque nous l'avons tous approuvé ensemble, le projet de territoire concerne un élément important qui consiste dans la construction d'un équipement qu'on pourrait appeler salle de spectacle polyvalente, un équipement qui a donc pour vocation de recevoir des spectacles, des concerts, des pièces de théâtre, des congrès, mais aussi des rencontres sportives, pour que nous puissions commencer le travail sur cet équipement structurant. Il faut que nous modifions l'intérêt communautaire et notamment la compétence intitulée construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs en rajoutant la ligne après sont considérés d'intérêt communautaire les équipements suivants. Donc il y avait déjà le centre aquatique communautaire dénommé Aquae et il nous faut donc rajouter la ligne une salle multimodale communautaire. Donc la prise en compte de ce nouvel intérêt communautaire permettra, je vous le rappelle, de lancer déjà les premières études qui auront pour but de réfléchir, de faire réfléchir aussi les cabinets compétents sur le dimensionnement de l'équipement, sa taille, ses usages, tout ce qu'il est nécessaire pour calibrer son investissement et aussi une étude qui aura pour but de réfléchir sur son fonctionnement, par quelle structure, par quel biais, pour que bien évidemment cet équipement soit pérenne dans le temps et que nous prenions bien le temps de réfléchir
à tous ces points avant de lancer les démarches plus concrètes, sachant qu'après viendront d'autres étapes. Une fois qu'on aura le cahier des charges, quelle salle, comment la faire fonctionner, il nous faudra réfléchir à son positionnement. Bref, il y aura beaucoup d'étapes. Là, on est vraiment au début de la réflexion. Mais pour pouvoir, ne serait-ce que lancer ces études-là, il faut que l'intérêt communautaire le comporte. Il est donc proposé au Conseil d'approuver la modification de l'intérêt communautaire de la compétence construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs, comme suit. Sont considérés d'intérêt communautaire les équipements suivants: un centre aquatique communautaire dénommé Aquae et une salle multimodale communautaire. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Dorval. Merci, Monsieur le Président. Juste quelques petites remarques. Puisqu'il s'agit du vote sur la modification de l'intérêt communautaire, j'aimerais comparer l'intérêt d'une salle multimodale avec l'intérêt justement d'un centre aquatique. Il est essentiel, bien sûr, sur notre agglomération de mettre un bassin aquatique à disposition de nos administrés, car évidemment, les petites communes ne pouvant construire de piscine pour répondre à ce besoin, et Dax et Saint-Paul ayant auparavant leur bassin municipal, il avait donc été décidé de construire cet équipement communautaire. C'est vrai qu'Aquae est utilisé tous les jours dans le cadre de l'apprentissage de la natation, qui est, je le rappelle, un apprentissage obligatoire au niveau de l'éducation nationale. Aquae est donc utilisé par bon nombre d'établissements scolaires de notre agglomération. Il est également utilisé par certaines associations et aussi par les habitants du Grand Dax pour leurs loisirs. S'agissant de la salle multimodale, qui pourrait, d'après ce que j'ai compris, servir de salle de spectacle ou pour accueillir des congrès ou des manifestations sportives, bon, c'est encore à définir, mais qui servirait à plusieurs choses, à plusieurs événements. Vous savez bien que nos communes sont équipées de salles qui accueillent des événements culturels, du théâtre, des festivals, des concerts, même si j'ai bien compris qu'il s'agirait d'accueillir des plus gros spectacles. Au niveau de l'accueil de congrès, je ne pense pas que ce soit une priorité communautaire. Et au niveau sportif, nous avons bien sûr, toutes les communes, des équipements sportifs qui accueillent des matchs pour divers sports. S'il s'agit d'accueillir des événements sportifs plus importants, il est bien entendu qu'il faudra prévoir un sol adéquat pour ce type de manifestation, ce qui va signifier un aménagement spécifique ponctuel. On voit bien que l'intérêt communautaire entre un équipement comme Aquae et ce type de salle n'est pas du tout le même. Alors évidemment qu'avoir une salle de ce type est très intéressant, hein, je ne peux pas être contre, je pense que personne ne peut être contre. Et je ne ferai aucune remarque si l'agglomération avait les finances assez larges pour porter ce type de projet. Mais depuis plus d'un an, M. Chahine, donc le vice-président aux finances, ne cesse de nous dire qu'il faut que nous fassions attention, que les finances sont justes et que le centre aquatique étant déficitaire, environ 800 000 € par an, il serait difficile de pouvoir porter de nouveaux projets. Importants, bien sûr. Je parle de projets de cette envergure. On a également le projet de la ligne à grande vitesse qui doit relier Dax à Bordeaux, qui a été rediscuté. J'ai appris que l'agglo devrait verser 600 000 € par an pendant 10 ans sur la LGV. Je suis donc assez inquiète quant au coût de cet équipement qui sera probablement déficitaire également, comme bon nombre de salles de ce type. Je crains que ce coût soit hors de portée pour l'agglomération seule. Alors, ce projet est très intéressant. Ne faudrait-il pas le penser à une plus grande échelle, en collaboration avec d'autres communautés de communes? Je pense notamment à Max, qui est notre voisine. Pourquoi ne pas réfléchir à sa situation entre Saint-Jour-de-Marennes, où il y a la sortie d'autoroute, et Saint-Vincent-de-Paul, donc sur cet axe, cette 4 voies qui est proche des circuits de communication. Et ainsi, nous ne porterions pas seuls le fonctionnement d'un tel équipement. Ce n'est donc pas, pour moi, vu nos finances, une priorité. Je rappelle que la protection des inondations, qui est une nouvelle compétence de l'agglo, est une compétence coûteuse et c'est une priorité. J'aimerais également rappeler que bon nombre de nos concitoyens de l'agglo n'ont toujours pas accès à la fibre optique et viennent régulièrement nous la demander en mairie. À Eugas, par exemple, c'est presque la moitié des habitants qui n'y ont pas accès à ce jour, alors que de plus en plus de documents administratifs sont dématérialisés. Et il y a d'autres communes qui sont dans la même situation. Donc pour moi, ça, c'est une priorité. C'est pourquoi je m'abstiendrai, M. Pomarez également, sur ce vote. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il d'autres questions? Oui, M. Godot.
on va vous porter le... J'interviens. Personnellement, je pense que, évidemment, on ne peut pas être contre cet objectif de salle multimodale, mais je pense qu'il y a d'autres priorités bien plus urgentes, en particulier le développement des pistes cyclables en site propre à l'intérieur de l'agglomération. Et donc, je pense que c'est une priorité qui passe avant la salle multimodale pour qu'on puisse enfin se déplacer autrement sur le Grand Axe. Merci. Julien Bazus. Oui, juste pour apporter un éclairage sur mon vote, même si je rejoins bien évidemment, cher Alain, j'appelle de mes voeux l'adoption d'un schéma cycle rapidement pour notre agglomération, bien évidemment. Juste par rapport à la délibération de ce soir, il s'agit d'acter effectivement la compétence sur une salle multimodale communautaire. Juste ça, pas de transfert de compétences, je préfère le préciser aussi, comme on l'a dit dans le cas du projet d'agglomération. L'équipe Saint-Pauloise n'est pas favorable à un nouveau transfert de compétences, que ce soit pour le sport ou la culture, tant que les autres ne fonctionnent pas mieux. Je pense notamment à l'assainissement ou aux voiries dont on parlera demain à nouveau avec la CLECT. Il s'agit ce soir de se poser la question, et nous nous sommes longuement posés avec notre équipe municipale, de savoir si il fallait laisser un morceau de la culture à travers les grands concerts, les grands événements, à d'autres territoires. S'il fallait aussi laisser notre jeunesse partir vers d'autres territoires pour avoir certaines formes de spectacles, d'expositions, ou ce genre de choses-là. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques mois qui recensait les besoins de nos habitants sur l'ensemble du territoire par tranche d'âge. Et sur la tranche des moins de 30 ans, le sujet qui revenait en premier, c'est une salle, effectivement, pour pouvoir accueillir ce genre de spectacle, de formes de culture, et puis également de congrès. Surtout les spectacles, bien évidemment, et les concerts pour les plus jeunes. C'est pour ça qu'on a fait le choix avec l'équipe Saint-Pauloise de l'intégrer dans le programme municipal et que je voterai pour cette délibération, qui effectivement va amener d'autres questions dans un second temps, comme on se l'est dit dans le cadre du projet d'agglomération et que relève à nouveau Gloria Dorval ce soir, à savoir où sera positionné un équipement comme celui-ci. C'est excessivement clé pour une agglomération comme la nôtre, pour assurer le développement de nos 20 communes, et pas qu'on retrouve tous nos équipements communautaires au même endroit. Ça me semble fondamental. Et deuxième point, la question du coût, tant sur l'investissement que sur le fonctionnement. Et là se posera une question, est-ce que notre agglomération est en capacité à absorber l'ensemble de ces coûts? Et effectivement, est-ce qu'on a intérêt à travailler avec d'autres territoires ou alors à réfléchir à de nouveaux modes de financement? Et puis bien évidemment, la question de la jauge sera clé dans le cadre de ce financement. Mais cette réflexion-là, c'est un second temps. Il faut qu'on puisse passer d'abord par une délibération comme ceci pour pouvoir ensuite s'orienter vers le positionnement et puis le mode de financement. C'est pour ça que je voterai pour cette délibération ce soir. Merci. D'autres Oui, interventions? tant qu'à faire, j'interviens aussi, à savoir qu'en effet, alors moi je reprends tout à fait les propos, mais qui ont été présentés là et qui sont de commencer une démarche et une réflexion. Lorsque nous l'avions fait dans un premier temps pour les équipements culturels et sportifs, on avait aussi parlé de stades sur Dax et Saint-Paul, qui ont répondu à certains sports et pas à tous d'ailleurs. Mais voilà, ça avait été le cas. Sur le centre aquatique, ça nous a permis aussi de débattre notamment sur son positionnement et aujourd'hui d'avoir cet équipement intéressant avec ses avantages et ses inconvénients en fonction des choix qu'on a fait précédemment. Mais j'entends ici aussi que ça va être une réflexion qui va permettre de réfléchir à tout ça, à ces endroits, le fonctionnement, les coûts, et de voir comment on peut le mettre ou pas dans un projet. Merci. Monsieur Lavielle. Oui, moi, je vais voter pour aussi. Et je fais confiance à l'étude. Parce que moi, ce que j'espère, ce que je crois, c'est que justement l'étude nous montrera peut-être que justement, on ne peut pas faire un équipement suffisamment à la hauteur de ce qu'on voudrait, je veux dire, et notamment sur le plan financier aussi. Donc, moi, je suis toujours, j'ai toujours pensé que il serait plus opportun de faire ce type d'équipement au niveau du PA d'Ourlande-Océane, c'est-à-dire au minimum de 4 PCI, ou peut-être même 5 ou 6 PCI, je ne sais pas. Mais je pense que, et j'espère, que la porte ne sera pas fermée pour ça. Si l'étude révèle que, effectivement,
À l'échelle de l'agglo ici, on n'y arrivera pas parce que financièrement, la jauge qu'on demande, ça ne répond pas à ce qu'on voudrait, et que finalement, on se dirige vers une autre solution à une échelle plus importante. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais voter pour parce que effectivement, nous aussi à Saint-Paul, nous avions ça dans notre programme municipal de 2020, mais c'est pas pour ça qu'on va fermer la porte à une solution autre. Merci. D'autres questions ou interventions? Il n'y en a plus, donc je vais répondre sur les points qui ont été évoqués. Sur le doute sur l'intérêt d'un tel équipement pour notre agglomération que levait Gloria Dorval, je crois que là, on y a répondu tous collectivement en adoptant notre projet de territoire. Je le rappelle d'ailleurs à l'unanimité. Et dans ce projet de territoire, il est écrit noir sur blanc que les élus du Grand Axe considéraient que cet équipement était d'intérêt communautaire et d'intérêt important pour notre territoire. Donc on peut refaire ce débat, mais il a été tranché lorsque nous avons travaillé en amont par tous les ateliers que nous avons organisés, toutes les séances de travail qui ont abouti à ce projet de territoire qui, encore une fois, je le répète, a été adopté à l'unanimité. Donc ce choix, cette décision, elle n'est que la conséquence du projet de territoire sur lequel, effectivement, dans lequel était inscrit la nécessité de ce projet structurant. Après, effectivement, il reste des questions, comment le financer, comment le faire vivre, surtout, et j'ai bien précisé, en présentant la délibération, que là, nous allons lancer les études. Les études, effectivement, comment calibrer cette salle, quelle taille elle doit avoir, quels usages doit-elle permettre, quelle modularité doit être la sienne, et surtout, une deuxième étude, et ça j'y tiens parce que ça n'a pas toujours été la procédure suivie, qui a trait au fonctionnement. De quelle manière faut-il la faire fonctionner? Avec quel organisme support? Est-ce qu'il faut le faire directement en régie? Est-ce qu'il faut passer par une ESP? Est-ce qu'il faut créer une société d'économie mixte? Bref, il y a beaucoup de champs possibles et il y a beaucoup de formules qui existent en France sur des équipements de cette taille, dont sont dotées des communautés d'agglomération de notre taille, voire plus petites, et avec des équipements qui fonctionnent. Mais pour ça, il faut bien calibrer les choses dès le début. C'est vraiment l'objet des études qui seront lancées, études bien évidemment, dont on aura l'occasion de parler et de débattre ensemble pour, encore une fois, et ça j'y tiens, qu'on prenne le temps, dès l'origine de ce projet, qu'on prenne le temps de bien cerner tous les enjeux et de bien anticiper toutes les conséquences, et notamment sur le fonctionnement. Après, effectivement, on peut souhaiter, peut-être comme vous, qu'elle soit positionnée sur un autre territoire, Saint-Jour-de-Marennes ou ailleurs. Ben, ça, pour le coup, c'est pas mon choix. Moi, je pense que l'intérêt communautaire d'un tel équipement, il est vraiment lié, d'une part, à l'attractivité de notre territoire. Avoir un équipement comme ça sur la communauté d'agglomération du Grand Axe, c'est un levier d'attractivité phénoménal. On fait venir du monde pour les concerts, les spectacles culturels. On fait venir du monde pour des congrès de grande envergure. On fait venir du monde pour des rencontres sportives, elles aussi ayant des retombées bien au-delà de notre communauté d'agglomération, même au-delà de notre département. Donc moi je trouve important que cet équipement il soit situé sur notre territoire. Où, dans quelle commune, ça aussi, ça fera partie des réflexions que nous aurons. Et une fois qu'on aura établi le cahier des charges, quelle salle et comment elle fonctionne, eh bien évidemment, les communes qui se sentent capables de l'accueillir et qui ont les infrastructures qui le permettent, pourront candidater. Ça, ce sera une phase ultérieure. Et puis sur le reste, il est effectivement pas question d'opposer les projets. Dans le projet de territoire, il y a les pistes cyclables. Dans le projet de territoire, il y a tout un tas d'autres choses que nous allons tous ensemble tout faire pour les réaliser. C'est pour ça que on a des discussions sur les attributions de compensation, sur d'autres sujets. C'est pour ça que dès le début du mandat, on a souhaité effectivement remettre à plat. Et le financement, effectivement, il sera lié aussi aux études qui seront menées et à la manière dont la salle fonctionnera. Donc il faut y aller pas à pas. Mais la première nécessité, c'est de effectivement lancer ces études, desquelles découleront un cahier des charges sur lequel on va discuter. Mais pour ça, il faut effectivement modifier l'intérêt communautaire. Et puis,
j'attire aussi votre attention sur la nécessité de ne pas trop traîner sur le sujet. On a autour de nous, de manière plus ou moins proche, d'autres territoires qui se disent comme nous que cet équipement est un levier d'attractivité phénoménal. Et je crois qu'on peut tous dire qu'il n'y aura pas 5 équipements structurants de cette envergure, ne serait-ce que sur le département des Landes. Donc il y a vraiment nécessité de nous positionner rapidement en disant si le Grand Axe a pris la mesure de cet équipement et qu'il le souhaite et qu'il le met sur son territoire, eh bien on ne le mettra pas ailleurs. Donc on a aussi quand même la nécessité d'avancer vite et de réfléchir assez rapidement sur ce sujet avec, comme le dit Jean Lavelle, toutes les questions qui portent sur la soutenabilité et sur la manière de faire vivre de manière pérenne cet équipement. On voit les conséquences qu'ont sur notre budget le fonctionnement du centre aquatique avec toute la nécessité que porte cet équipement pour notre territoire, mais on voit que le fonctionnement peut avoir des conséquences lourdes sur nos finances et que donc il faut l'anticiper et que surtout on puisse en discuter en toute transparence à toutes les étapes. Moi je ne souhaite pas qu'on arrive à la fin de la construction de cet équipement, on a pu en discuter avec Jean-Marie Abadi, avec des non-dits, des frustrations portées par des élus qui disent finalement on ne m'avait pas tout dit, je n'avais pas compris les choses comme ça, et du coup cet équipement il est bien, il le fallait, mais j'ai le sentiment que je n'avais pas tous les éléments pour mener la bonne réflexion. Donc on prendra le temps de valider toutes ces étapes, on prendra le temps de vérifier que ce projet il est vraiment dans la possibilité et dans les capacités financières de notre agglomération. Moi je pense qu'on trouvera les leviers parce qu'encore une fois c'est un investissement qui amènera beaucoup de retombées pour notre territoire, mais il faut que nous puissions franchir toutes ces et valider toutes ces étapes pour que, encore une fois, ce projet il soit beau, il soit viable, et il soit viable sur une période très longue. Donc, je vous propose de passer au vote selon les modalités décrites. Le vote est ouvert. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Alors, donc la délibération est adoptée avec 46 voix pour et 10 abstentions. Je vous remercie. Alors, la délibération suivante concerne la convention de coopération entre le Centre départemental Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique et la communauté d'agglomération du Grand Axe. Ça aurait été prévu que ce soit Hervé Darrigade qui la rapporte, mais Hervé étant absent, je vais le faire. Donc, le Centre département de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique du Pays d'Aqua, installé sur la commune de Saint-Paul-et-Dax, souhaite établir une convention qui a pour objet d'organiser une coopération avec le Grand Dax et plus particulièrement de permettre l'intervention des ambassadeurs du tri au sein de l'établissement pour sensibiliser les personnes qui y résident sur la protection de l'environnement. Donc ce projet permettra aux jeunes âgés de 8 à 18 ans de bénéficier de séances sur les thèmes qui peuvent être la préservation de la biodiversité, la consommation responsable, le tri des déchets. Sachant que l'objectif général pour le DITEP est de renforcer les moyens d'éducation à l'environnement en partenariat avec la communauté d'agglomération. C'est donc ce que permettra cette convention. Il nous est donc demandé d'approuver la convention de coopération avec l'ITEP du Pays d'Aqua et d'autoriser Monsieur le Président à signer la dite convention qui est jointe bien sûr en annexe de cette délibération et tout document s'y afférent. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas, je mets donc aux voix, le vote est ouvert.
Je vais clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée à la majorité des présents. Autre convention liée à l'environnement, c'est la convention de partenariat avec l'association Kiwanis Dax pour la collecte de jouets d'occasion. Donc, comme vous le savez sans doute, la communauté d'agglomération du Grand Dax participe, elle l'a fait l'année dernière pour la seconde fois, à l'opération nationale Laisse parler ton cœur, proposée par l'éco-organisme Écosystème, pendant la semaine européenne de la réduction des déchets qui a lieu fin novembre. Donc cette opération consiste dans la collecte de jouets d'occasion en bon état et complet, jouets qui sont ensuite donnés à une association locale qui est le Kiwanis Club de Dax. Cette association est chargée de redistribuer ces jouets aux habitants du territoire qui en ont besoin. Elle s'ajoute, cette collecte, à celle qui est réalisée une autre période en décembre par le Kiwanis sous d'autres formes, avec des containers laissés à d'autres endroits, sachant que là, la collecte se fera dans les déchetteries et certaines mairies, sous des modalités définies par le Grand Dax. Et une fois que nous connaîtrons le nombre de hôtes qui seront octroyés par l'organisme Écosystème. Il est donc demandé d'approuver la convention de partenariat valable 5 ans jointe à la présente délibération entre l'association Kiwanis Dax et la communauté d'agglomération du Grand Dax, portant sur la collecte de jouets d'occasion dans le cadre de l'opération nationale Laisse parler ton cœur, et d'autoriser le président à signer la dite convention, ainsi que tout avenant à cette dernière, durant les 5 prochaines années, dans le cadre de l'opération Laisse parler ton cœur. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Alors je signale que Serge Poumarès est arrivé, qu'il prend donc son boîtier, et je mets aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité des présents. Développement économique, je laisse la parole à Grégory Randet pour les ouvertures dominicales des commerces à dominante alimentaire sur la commune de Dax. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. La délibération que je vous présente ce soir est une délibération qui revient chaque année. Elle concerne la commune de Dax et elle vise à autoriser l'ouverture de commerces alimentaires de plus de 400 m² à obtenir le droit d'ouvrir entre 5 et 12 dimanches par an. La ville de Dax a récemment délibéré et souhaite se positionner en cohérence à un statut de zone touristique en tenant compte des temps forts commerciaux et de l'importance de limiter l'évasion commerciale vers les territoires voisins et concurrents. En conséquence, il est proposé de fixer à 8 le nombre de dimanches autorisés, ce qui permet aux surfaces de vente de détail alimentaires de plus de 400 m² d'ouvrir 5 dimanches et de bénéficier de 3 dates au titre des jours fériés. Comme ce fut le cas lors du vote de 2020 pour les ouvertures dominicales 2021 de la ville de Dax, le conseil communautaire doit se prononcer par les délibérations sur le nombre de 8 dimanches, son avis conforme étant requis avant l'obligation pour le maire de Dax de définir la liste précise avant le 31 décembre 2021. Il est proposé au conseil de donner un avis favorable à la ville de Dax pour fixer le nombre à 8 de dimanches concernés pour l'ouverture des surfaces de vente alimentaire pour l'année 2022. Des questions ? Merci, oui. Y a-t-il des questions ? Oui, M. Bourdias. Il faudrait le micro pour Thierry Bourdias. Oui, bonsoir à tous. Oui, je vais juste m'exprimer pour dire que je vais m'abstenir, ce qui n'est pas dans mes habitudes de m'abstenir, parce que je suis plutôt contre les abstentions, parce qu'on a toujours un avis, mais je suis plutôt contre les ouvertures dominicales, mais comme il s'agit d'une délib de Dax, je ne vais pas voter contre, mais m'abstenir. Merci. Y a-t-il... Oui, Sylvie Pédicas. Je vais avoir un vote conforme effectivement à celui qui était déjà la dernière fois et qui est le même que Monsieur Bourdillas, pour effectivement les mêmes raisons, à savoir le souhait de préserver
la possibilité de ne pas travailler le dimanche pour les salariés de notre agglomération qui ont déjà été très éprouvés par les périodes passées. Donc la délibération concernant Dax, je m'abstiendrai, mais effectivement, je suis plutôt pour limiter ce nombre d'ouvertures. Pour information, il y a aussi une consultation des organismes syndicaux. Dans la majorité, on a accepté ces 8 ouvertures dimanche. Voilà, pour être précis. D'autres questions ou interventions? Oui, effectivement, comme le disait Grégory, il y a une consultation obligatoire des organisations syndicales, patronales et de salariés qui, d'ailleurs, ont donné leur accord sur ce choix. Alors, c'est 8 dimanche, ça peut aller jusqu'à 12. Et il faut savoir que, de toute façon, sur l'ensemble des commerces hors alimentaires sur Dax, l'autorisation d'ouvrir tous les dimanches est de fait, puisque nous sommes en zone touristique et que c'est vrai que ça compte dans l'attractivité touristique. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Alors je vais clore le vote. Le vote est clos. Donc la délibération est acceptée avec 49 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions. Point suivant, toujours Grégory Randet concernant l'acquisition d'une parcelle cadastrée à Saint-Paul-et-Dax. Oui, dans le cadre de la stratégie foncière du projet de territoire, nous allons procéder à l'acquisition d'une parcelle sur la commune de Saint-Paul-et-Dax afin de créer une nouvelle zone économique. Pour faire un petit historique, il ne reste plus que 2,5 hectares de terrain en zone économique sur la commune de Tétieux, un projet sur Bénès qui démarre en 2022. Au total, ce sont 134 entreprises qui ont créé plus de 2190 emplois. Nous allons aussi, dans un deuxième temps, dégager 11 hectares à Naros. Au total, il y aura une création de 1000 emplois supplémentaires. Cette acquisition sera portée par l'EPFL. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver les modalités de portage exposées ci-dessus, dans la délibération que vous avez lue, relative à la parcelle cadastrée section AV numéro 314, située allée des Cavaliers à Saint-Paul-et-Dax, d'une superficie de 62 105 m², au prix de 470 000 € par l'EPFL Landes Foncier, de s'engager à reprendre auprès de l'OPFL Landes Foncier le bien immobilier susmentionné selon les conditions de portage approuvées, et d'autoriser Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération du Grand Dax à signer tout document relatif à cette délibération. Merci. Est-il des questions ou des interventions? Julien Bazus. Oui, merci. Une intervention pour préciser pour les Saint-Paulois qui pourraient s'interroger en fait par rapport à cette parcelle qui est située en face de l'hippodrome. Une parcelle relativement stratégique en fait pour Saint-Paul. Elle est déjà fléchée dans le PLUI pour de l'utilisation en fait pour les entreprises. Ce n'est pas un changement de destination ou de nature. Je rappelle environ un tiers de la parcelle n'est pas utilisable non plus en raison des contraintes liées à cette parcelle même. Et également par rapport à ce qui est précisé dans la délibération, l'idée n'est pas d'aller faire du découpage en un maximum de lots, mais de pouvoir conserver également des terrains de plus grande ampleur pour pouvoir accueillir de plus grandes entreprises sur notre territoire. Voilà pour ces précisions. Monsieur le Président, juste pour vous dire que vous écrivez que Naros c'est saturé, mais c'est saturé dans ce qui est déjà fait en termes d'équipement sur la zone d'activité numéro 1. Mais il y a une zone d'activité numéro 2. Pour autant, je voterai pour, il n'y a pas de problème. Mais elle existe, cette zone d'activité numéro 2 à développer. Ah oui, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Grégory Randet sur le... On va pouvoir du coup la lancer et l'utiliser tout à fait, avec quelques périmètres à régler concernant une zone de parking occasionnelle. Y a-t-il d'autres questions? Non, alors effectivement, ça fait partie de la stratégie foncière qui a été aussi actée dans le projet de territoire. Comme l'évoquait Julien Bazus, le but là, effectivement, sur cet endroit, c'est de pouvoir accueillir aussi des entreprises de taille peut-être plus importante que ce que
nous accueillons déjà avec grand plaisir sur des zones artisanales ou d'activités qui avaient été configurées avec des parcelles plus petites. C'était utile, il fallait, et il faut encore, et on a des projets qui démarrent et qui vont pouvoir accueillir ces entreprises. Mais là, oui, l'objectif, c'est de pouvoir répondre à des sociétés toujours dans des activités que nous avons déterminées comme souhaitables à accueillir sur le territoire, de taille plus importante, avec un emplacement effectivement qu'il était judicieux de positionner et d'acquérir pour l'avenir. Donc je mets aux voix... Ah pardon. Non, simplement pour signaler que... Enfin, j'ai signalé à l'aglo qu'il y avait effectivement à Eugas une possibilité d'acquérir une dizaine ou une douzaine d'hectares qui sont bien placés puisqu'ils sont au rond-point de Marouat sur la route Saint-Lon-les-Mines d'Ax. Voilà, on a reçu effectivement le courrier, on est en train d'étudier la chose. Pas d'autres interventions, donc je mets aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 55 voix pour et une abstention. Sylvie Péducas maintenant pour une demande de subvention de l'ADIL pour l'exercice 2021. Alors je précise déjà avant que nous oublions que Gloria Dorval, qui vient d'être nommée présidente de cette association, ne pourra pas prendre part au vote, et Henri Bedat, qui est membre du conseil d'administration non plus. Donc voilà, la personne qui a le pouvoir, je crois que c'est Sylvie d'ailleurs, ne votera qu'une fois du coup. Bien, oui, bonsoir à tous. Donc il s'agit effectivement de la demande de subvention de l'association départementale pour l'information sur le logement des Landes pour son exercice 2021. Donc cette association, l'ADIL, a pour vocation d'offrir au public une information complète, neutre, objective et personnalisée sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement et à l'habitat. En 2020, c'est 13 000 conseils dont les habitants des Landes ont pu bénéficier auprès de l'ADIL, un tout petit peu moins qu'en 2019, compte tenu du contexte, mais malgré tout, une permanence de l'action de l'ADIL sur le territoire, des permanences à Dax et Saint-Paul-et-Dax sur tous les sujets de fiscalité, de médiation ou encore d'amélioration de l'habitat. Je le précise aussi pour les élus, dans le cadre de ces actions, l'ADIL offre la possibilité d'information et de formation des élus ou des personnels municipaux sur toutes les questions qui peuvent toucher à l'habitat et au logement. En particulier, la communauté d'agglomération, dans le cadre d'une convention, travaille avec l'ADIL sur le passeport accession. Et dans ce cadre-là, l'ADIL accompagne les ménages dans les démarches administratives qui leur permettent ensuite de bénéficier de ce passeport accession, c'est-à-dire d'une aide pour l'achat d'un logement. D'ailleurs, dans les délibérations du tout début de la séance, on pouvait voir que M. Dubois avait pu accorder un passeport accession à hauteur de 3 000 € pour un habitant de notre territoire. Le montant de la participation financière pour l'ADIL est calculé en fonction du nombre d'habitants. Il est fixé à 0,35 € par habitant du territoire, ce qui donne donc 20 144 € pour le Grand Dax au titre de recensement de la population 2018. Et je vous propose donc de verser une participation financière d'un montant de 20 144 € pour le fonctionnement de l'ADIL. Donc, le projet de convention d'objectif avec l'ADIL des Landes doit être approuvé. Il s'agit ensuite de décider de subventionner l'ADIL des Landes pour un montant de 20 144 € pour soutenir son fonctionnement et ses actions en 2021. Et enfin, d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention d'objectif ainsi que tous les documents relatifs à la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, donc je mets aux voix. Il y en a qui prennent pas part au vote, hein. Ouais, je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis donc. 2 personnes, Henri Bedat et Gloria Dorval, ne prennent pas part au vote.
Alors. Ah oui, mais Catherine Favre, elle n'a pas d'accord. Vous me rajoutez de la difficulté. Donc, je vais. Oui. Je vais donc clôturer le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée à l'unanimité des présents, moins les 2 non prises de part au vote. Philippe Castel maintenant pour la définition des objectifs poursuivis et arrêt des modalités de concertation concernant la prescription de déclaration de projet numéro 1 du PLUI. C'est à moi. C'est parti. La communauté d'agglomération souhaite mener à son terme un projet de déclaration de projet visant à permettre la réalisation d'un équipement d'accrobranche dans la commune de Tétieux. Il constituerait un équipement structurant participant au renforcement de l'attractivité du territoire et à son développement touristique. Le projet se situe actuellement en zone naturelle. Le PLUIH en vigueur n'est pas compatible avec le projet. Aussi, le projet étant soumis à évaluation environnementale, conformément à l'article L103-2 du Code de l'urbanisme, la concertation publique préalable est obligatoire. Y a-t-il des questions? Non, on peut... Bon, vas-y. Bon. Il est proposé au Conseil d'arrêter les modalités de concertation de la procédure de déclaration du projet du PLUIH qui a pour objet la réalisation d'un équipement d'accrobranche dans la commune de Tétieux. Merci. Donc oui, il n'y avait pas de questions. Hein. Alors Serge Pomarez et après Alain Godot. Il faudra simplement savoir qui c'est qui le porte, quoi, si c'est la commune ou si c'est un extérieur. Le projet, voilà, c'est juste la modification du PLUH pour pouvoir étudier le projet là aussi. Voilà. Et c'est une entreprise privée, hein, des investisseurs privés qui portent ce projet. Ouais. Un couple qui viendra s'installer du coup à Tétieux. À Tétieux ou ailleurs sur l'agglo d'ailleurs? Non, c'est un couple de jeunes charentais qui ont une quarantaine d'années, 35 ans à peu près, 35-40 ans, et qui veulent installer ce projet qui était initialement prévu dans leur région, mais pour d'autres raisons ils n'ont pas pu l'installer chez eux parce qu'il y avait des domaines, il y avait des successions à réaliser et c'était beaucoup trop onéreux pour faire l'acquisition du foncier et ensuite développer le projet, quoi. Parce que le projet a quand même un coût, quoi, financier. Ils seraient aussi venus ici, apparemment, pour l'immense sympathie qu'ils éprouvent pour le maire, après l'avoir de la commune, après l'avoir rencontré, d'après ce qu'on m'a dit. En tout cas, ils sont très dynamiques et motivés pour les avoir vus. Également, ils cherchaient en fait une zone naturelle, un accès à côté de ce projet, un axe routier assez, on va dire, important. Et effectivement, ils voulaient une zone constructive parce qu'ils souhaiteraient également y construire leur maison à côté de leur fonds de commerce, on va dire, quoi. Alain Godot. Oui, moi je trouve... Alors, je ne suis pas contre le projet en tant que tel, hein, mais ce que je reproche, c'est qu'ils sont en zone N. Dans ce cas-là, le PLUIH, on peut le découdre à chaque joli projet. Et donc, ça me gêne quand même qu'ils soient dans une zone N. Et donc, j'ai plutôt envie de voter contre par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si vous avez envie ou si vous avez décidé, mais il va falloir vite trancher. Ouais. Alors, effectivement, ces zones N, et pour ce type de projet-là, il y a possibilité d'adapter le projet et de le construire sur ces endroits-là, parce que bien évidemment, il n'y a pas de dénaturation du site, ce ne sont que des adaptations. Vous connaissez tous, je pense, hein, le principe d'un accrobranche. Monsieur Lafourcade. Alors, il faudrait le micro. Il est là. Oui, bonsoir. Écoutez, en quelques jours, ça fait le deuxième projet d'accrobranche sur l'agglomération. Donc je ne sais pas si l'agglo est consulté dès qu'il y a des projets de ce type qui veulent voir le jour sur l'agglo.
Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer. S'il y a 2 projets sur l'agglo, est-ce que ça ne fait pas un peu trop? Est-ce qu'un beau projet, peut-être sur l'agglo, un seul projet serait plus intéressant? Voilà, moi j'ai un doute sur le fait que 2 projets de ce type-là puissent naître sur l'agglo. Pour le coup, c'est plutôt bien, parce qu'il y aura 2 parcours différents. Quand un aura fait un projet, il pourra partir sur notre parcours. Mais oui, je veux bien le voir. Dans ces cas-là, on a qu'à en mettre 5 aussi, et ça sera bien aussi. Non, je pense pas que. Je pense qu'une personne qui va faire de l'agrobranche ne va pas y aller toutes les semaines. Donc, je pense qu'on va plutôt se partager à la clientèle plutôt que d'être attractif. Moi, je pense pas. Enfin, et je pense que personne ne pourra vraiment vivre correctement de ces 2 projets sur l'agglo. Je rappelle, s'il vous plaît, l'acrobranche déchaîne les passions, c'est normal. Je rappelle, c'est la Fourcade, que ce sont des projets privés. Donc là, l'agglomération a ses limites dans le dirigisme et bien évidemment, c'est aux porteurs de ces projets d'identifier les opportunités, de faire leurs études de marché et de voir si ce projet est viable ou pas. Bien évidemment, il y a une appétence pour ce type d'activité aujourd'hui et je trouve très intéressant que notre communauté d'agglomération soit dotée de propositions ludiques, de loisirs comme celle-ci. Après, est-ce que un ou 2 peuvent vivre et cohabiter? Ça, c'est, je dirais, aux porteurs de projets de l'étudier. Et effectivement, si un projet aboutit, peut-être que les personnes derrière qui voulaient monter ce type de dossier vont y réfléchir à 2 fois parce que l'offre sera déjà présente sur le territoire. Mais là, moi, de mon point de vue, même si la remarque est pertinente, parce que ça se réfléchit, mais ça se réfléchit du point de vue de l'investisseur. Je pense que ce n'est pas à nous, communauté d'agglomération, dans la mesure où le projet peut être monté et que c'est autorisé par les textes, ce que nous sommes en train de permettre. C'est après à l'investisseur de déterminer si il doit y aller ou pas. Tout à fait, Monsieur le Président. Ce sont des projets privés sur des territoires communaux. Ah non, mais après, les territoires, ils seront portés par le privé. Julien Bazus. Oui, pour que chacun comprenne à quoi il fait référence, c'est parce qu'il y a un projet en réflexion en fait sur le territoire de Saint-Paul-et-Dax concernant un acrobranche, mais qui n'est absolument pas de même nature puisque nous sommes sur 50 harnais. C'est pas du tout la même envergure que la réflexion qu'il y a à Tétieux, et c'est lors de la construction du projet d'agglomération que nous avons eu l'occasion d'échanger, d'apprendre qu'il y avait des réflexions qui étaient menées en parallèle en fait sur ces 2 types de projets. Une fois encore, à mon sens, complémentaires. Juste une question pour notre collègue. Effectivement, est-ce que le terrain est ensuite, à Tétieux je parle, est-ce que le terrain est vendu à ces personnes-là, ces porteurs de projets, ou est-ce qu'il reste dans le giron communal via une convention, une mise en location ou autre? Alors, il a été demandé effectivement par le couple de jeunes charentais. Ils avaient émis 3 hypothèses, c'est-à-dire l'achat, la location ou une mise à disposition avec une prise de risque avec eux, en fait, financière. Nous, en ce qui concerne la commune de Tétieux, nous allons faire une location d'abord, enfin, ce que je souhaiterais, ce que j'ai proposé au conseil, j'ai orienté dans ce sens-là, pour faire une location sur 3 ans. D'abord, je veux voir si le projet peut être viable déjà, pour commencer. Je ne souhaite pas les étouffer dès le départ. Et ensuite, si au bout de 3 ans, ils sont toujours sur le site et que le projet marche, à ce compte-là, on négociera avec eux un pourcentage sur leur chiffre d'affaires qu'ils pourront obtenir dans les années qui viennent, quoi. Mais nous restons propriétaires du foncier et nous allons ficeler dans le contrat de location avec l'ONF. Voilà, mais de toute façon, location ou vente, après, ils sont chez eux, et enfin, ça n'est plus un terrain communal, même s'il a la propriété de la commune, c'est l'exploitant qui sera chez lui, et c'est bien normal pour ce type d'activité. Je rappelle aussi, d'ailleurs, que ce type d'activité ludique, qui aussi, je pense, sont synonymes d'attractivité pour un territoire, c'est une forte demande pour les familles, et puis l'ensemble de la population, font partie aussi de notre projet de territoire, donc on avance aussi dans le bon sens avec des investisseurs privés qui peuvent participer à la réalisation de ce projet.
Je vous rappelle simplement que le projet porte sur une surface de 10 hectares à Tétieux. C'est pour ça que je pense qu'il aurait été difficile pour eux aussi d'acquérir ce foncier sur 10 hectares. Donc nous souhaitions, dans tous les cas, garder le foncier. D'autres questions? Il y aura d'autres autorisations certainement à demander, Marthe Nature, Natura 2000, puisque ça doit être en zone Natura 2000, non? Non, c'est pas en zone. Mais tant mieux pour toi. Parce que les services là ont accompagné. La zone Natura 2000 était plutôt sur la zone des chênes et on y a réfléchi, mais c'était pas tellement possible parce que d'une part c'était inondable et on va dire que le sol était argileux. Je suppose que c'est pas enfin, ce ne soit pas possible dans tous les cas. Donc c'est des pins, donc c'est sableux, donc on n'est pas en zone Natura 2000. Et bien évidemment, ouais, comme toujours pour ce type de projet important, et j'envoie le message à tout le monde, le service, qu'il soit aménagement ou développement économique de la communauté d'agglomération, ont accompagné la commune pour toutes ces réflexions et ces études, et puis bien évidemment, puisqu'elles entraînent des délibérations ici à la communauté d'agglomération. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors je mets aux voix. Alors je vais clôturer le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 54 voix pour et 1 voix contre. Philippe Castel, toujours pour un avenant à la convention de partenariat pour l'animation et la mise en œuvre du programme d'action de prévention des inondations, autrement appelé PAPI, de l'agglomération d'Aquoise. Une convention de partenariat pour l'animation et la mise en œuvre du programme d'action de prévention des inondations de l'agglomération d'Aquoise a été signée le 7 août 2020. Un premier avenant à la convention initiale prévoyait dans son article 2 d'établir un avenant annuel permettant de réviser les modalités comptables et financières du partenariat, d'actualiser le contenu du programme prévisionnel du projet de programme d'action en termes de contenu des opérations, de coûts prévisionnels et de plans de financement, de détailler pour l'année 2021 la programmation des actions réalisées sous maîtrise d'ouvrage de l'institution, le plan de financement prévisionnel et les modalités d'appel de fonds afférents à chaque EPCI. Aujourd'hui, l'institution Adour nous demande de signer l'avenant numéro 2, correspondant à l'actualisation du programme pour 2021. Le taux de participation des EPCI est révisé chaque année. Pour 2021, le taux de participation de la CAGD sur le reste à charge incombant aux EPCI passe à 81,82%, c'est important, contre 82,7% en 2020. Le montant prévisionnel pour 2021 qui sera appelé en 2022 s'élève à 22 081,42 € TTC et correspond aux actions d'animation générale du PAPI, de recueil et mise en forme des données, de sensibilisation au risque inondation et d'études sur les outils d'acquisition foncière en zone inondable. Il est proposé au Conseil d'approuver l'avenant numéro 2 à la convention de partenariat pour l'animation du PAPI de l'agglomération d'Aquoise telle qu'annexée à la présente décision. Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021 657 358 Prévennes et d'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant numéro 2. Alors, y a-t-il des questions? Alors, 6 questions. Non. Pas de questions. Alors, je mets aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 55 voix pour.
Toujours Philippe Castel pour la GEMAPI et la digue de Gurgingus. Ah, toujours à Tétieux. Toujours Tétieux, c'est Commune à commune l'honneur. mise dans la lumière ce soir. Voilà. Ça brille, ça brille. La digue de Gurgingus est un ouvrage situé à cheval sur les communes de Pontonx-sur-l'Adour et de Tétieux, afin de protéger les cultures des barthes des crues printanières. Cette digue ne se connecte pas sur des zones hors d'eau. L'Adour déborde par l'aval de la digue et vient inonder l'arrière du système. Pour mettre aux normes l'ouvrage et pouvoir définir une zone protégée, la fermeture de la digue serait nécessaire. Cela reviendrait à la construction d'une nouvelle portion de digue à travers la Barthe, la mise aux normes de l'ouvrage existant, l'augmentation des coûts de fonctionnement et de réparation ponctuelle. Au regard des coûts et des contraintes techniques, environnementales et paysagères, le classement de l'ouvrage existant en tant que digue, avec une estimation à 5,6 millions d'euros, ne paraît pas réaliste. Le Grand Dax et l'institution Adour envisagent dans le cadre du PAPI de maintenir cet ouvrage, mais à un autre titre. Pour ce faire, une régularisation administrative est nécessaire afin de la classer au titre de remblai en lit majeur. L'association syndicale agricole porteuse du projet au classement doit pouvoir justifier qu'elle puisse prendre l'usage de l'ouvrage. Pour ce faire, les deux EPCI, Grand Dax et Pays Tarizat, concernés, doivent avoir délibéré pour se désengager de la gestion de l'ouvrage au titre de la compétence GEMAPI. Il est donc proposé au Conseil de décider de ne pas retenir l'ouvrage dit de Gurgingus à cheval sur les communes de Pontonx-sur-l'Adour et Tétieux pour le classement en tant que système d'endiguement, de porter à connaissance du maire de Tétieux et de la préfète des Landes, coordinatrice du sous-bassin de l'Adour, cette décision. Question? Y a-t-il des questions? Demande Philippe. Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Pour. Alors, je vais clore le vote. Le vote est clos. Non, pas encore. Elle a voté là. Donc, la délibération est adoptée avec 55 voix pour. Je signale que Sophie Irigoyen nous quitte et qu'elle donne donc pouvoir à Jean Soublin. Délibération suivante qui concerne donc les finances. A priori, Hikmat Chahine n'est toujours pas arrivé. Je vais donc vous les présenter. La première délibération des finances concerne le transfert des compétences eau potable, assainissement et la mise à disposition d'immobilisation des communes de CIRES et Naros et le transfert d'emprunts de CIRES. Alors en fait, cette délibération a déjà été votée lors du transfert de compétences eau et assainissement. Mais sur les immobilisations, le Trésor public nous a demandé en fait, de manière technique et comptable, de bien définir la répartition entre les investissements et les immobilisations plutôt liées à l'eau potable et à l'assainissement. Et donc cette délibération a pour but, de manière technique, de bien définir différemment ces types d'immobilisation. Il est donc demandé d'approuver le transfert des immobilisations des communes de Naros et CIRES selon les annexes 6 jointes et de préciser que les comptes de ces immobilisations sont repris dans les budgets de la communauté d'agglomération sur des comptes de biens mis à disposition, par exemple 217 pour les dépenses, et d'approuver la répartition entre les budgets eau potable et assainissement des emprunts repris à la commune de CIRES selon l'annexe qui a aussi été jointe à la délibération. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 55 voix pour.
Délibération suivante qui concerne un budget annexe, le budget transport et l'ajout de durée d'amortissement des immobilisations. Là aussi, cette délibération technique vient compléter une autre délibération que nous avons votée le 25 octobre 2017. Elle fixe les durées d'amortissement de ces immobilisations qui ont été enregistrées sur le budget annexe. Donc il nous est proposé de fixer une durée d'amortissement de 30 ans pour les travaux et subventions du PEM et de 15 ans, pôle d'échange multimodal, et de 15 ans pour les travaux de voirie d'accessibilité des voies et arrêts de bus. Il est donc proposé au Conseil de fixer à 30 ans la durée d'amortissement des immobilisations des travaux et subventions du PEM et de fixer à 15 ans la durée d'amortissement des immobilisations des travaux de voirie d'accessibilité aux voies et arrêts de bus sur biens mis à disposition. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Je voulais voir si mon boîtier fonctionnait en fait, parce que j'ai l'impression que... Je vais clore le vote. Le vote est clos. Donc la délibération est adoptée avec 55 voix pour. Dernière délibération qui concerne les décisions modificatives de cet exercice 2021 qui concerne le budget principal et des budgets annexes. Donc vous avez tous pu prendre connaissance de ces DM. Sur le budget principal, il s'équilibre en fonctionnement à moins 110 000 euros, essentiellement en raison de l'évolution du fonds de péréquation intercommunale et communale. Je crois que toutes les communes ont eu l'information sur cette évolution du FPIC, donc suite à une notification par l'État. Donc l'impact est double, une baisse de 306 000 euros en recettes de fonctionnement, donc la perte de ces recettes, et une hausse de 83 500 euros en dépenses de fonctionnement, puisque l'agglomération a une double fonction avec le FPIC. D'une part, elle prend ou pas d'ailleurs la part qui lui est due, et puis elle fait la répartition sur les communes. Donc du coup, pour financer cette baisse, nous avons dû recourir à une diminution de l'autofinancement avec des ajustements sur plusieurs dépenses de fonctionnement. Sur l'investissement, il s'équilibre à plus 349 000 euros dû à des investissements sur l'achat d'un véhicule de collecte de colonnes enterrées qu'il a fallu en fait anticiper en raison des délais sur ce type de matériel actuellement. Donc on inscrit la dépense comme il est nécessaire de le faire, mais bien évidemment elle interviendra réellement plus tard lorsque le véhicule sera là, et ces dépenses supplémentaires, il y a aussi l'achat de bacs à ordures ménagères, sont compensées par des subventions nouvelles qui sont intervenues, notamment de la DETR et au niveau d'un PUP. Sur les budgets annexes, alors sur le budget principal déjà, il y a peut-être des questions sur CDM. Oui, Madame Verdière-Bargaoui. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions, s'il vous plaît, sur ce que contient le personnel non titulaire, s'il vous plaît? Alors, l'évolution sur ce poste-là vient en fait sur des remplacements sur les équipes de ménage dans les bureaux. On a des gens en arrêt maladie qu'on a dû remplacer par des contractuels autres. D'accord. Et donc, logiquement, en face, on aura des produits, puisqu'on va avoir une prise en charge par notamment une indemnisation maladie. Alors, il faut que les arrêts soient d'une certaine longueur, ce qui n'est pas le cas pour obtenir les indemnisations. Là, on n'est pas encore dans ce cadre. D'accord, donc on a 110 000 euros de délai de carence dû à des arrêts maladie. Pas que, il y a d'autres... c'est effectivement beaucoup de remplacements suite à des arrêts maladie, et la carence, elle est très longue dans la fonction publique, vous le savez.
ça se compte en années. Donc, je trouve que ça fait beaucoup. Oui, alors on a aussi une écriture effectivement sur la régie des eaux, c'est-à-dire qu'on a 86 000 en dépenses qui sont compensées, vous le voyez après sur les budgets annexes par la régie des eaux, ça porte sur 86 000. Et le reste des 110 000, alors effectivement, ce sont effectivement 20 000, ça paraissait plus raisonnable. Merci. Nous voilà rassurés, vous avez raison de poser la question. Pas d'autres questions sur le budget principal. Sur les budgets annexes, sur le transport, ce sont des opérations d'ordre qui sont liées à la délibération précédente sur la durée des amortissements. Sur la ZAC de la gare, budget par budget. Oui, on va voter après budget par budget, mais pour l'instant, on pose les questions. La ZAC de la gare, donc on enregistre des ventes, des cessions de biens qui avaient été votées lors du précédent conseil communautaire. Pareil pour la ZAE de Tétieux, où on prend en compte les 2 ventes qui avaient été présentées là aussi lors du dernier conseil communautaire. Pour l'assainissement, mais justement, ce sont ces ajustements de charges de personnel avec le budget principal. Et l'eau potable, c'est la même chose. On arrive donc à 52 plus 34, c'est 86 000 euros qui étaient en décalage sur le budget principal. Et pour l'assainissement et eau potable de Naros, c'est la matérialisation par l'EDM, là aussi des changements de durée d'amortissement qu'on a voté dans la délibération précédente. Alors, y a-t-il des questions sur les différents budgets annexes ? Il n'y en a pas. On va donc effectivement voter budget par budget, puisqu'il nous est demandé d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 2/2021 du budget principal tel que présenté dans le tableau ci annexé. Je vais donc aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Alors, l'ADM du budget principal est accepté, voté avec 51 voix pour et 4 abstentions. Il nous est aussi donc demandé d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 1/2021 du budget annexe transport de personnes tel que présenté tout à l'heure. Je mets aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Donc délibération votée avec 51 voix pour et 4 abstentions. Il nous est maintenant demandé d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 1/2021 du budget annexe de la ZAC de la gare telle que nous venons de la présenter. Je mets aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Donc la délibération est adoptée avec 51 voix pour et 4 abstentions. C'est bien pour tester les boîtiers, hein, ces petites DM. Il nous est demandé maintenant d'approuver la décision modificative budgétaire numéro 1/2021 du budget annexe de la ZAE de Tétieux, telle que nous l'avons présentée. Je mets aux voix. Alors, je vais clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 51 voix pour et 4 abstentions. Il nous faut maintenant approuver l'ADM budgétaire numéro 1/2021 du budget annexe assainissement tel que présenté dans le tableau ci annexé. Je mets aux voix.
Je vais clore le vote. Le vote est clos. Donc, la délibération est adoptée avec 51 voix pour et 4 abstentions. On nous demande aussi d'approuver l'ADM budgétaire numéro 1 2021 du budget annexe eau potable tel que présenté dans le tableau ci annexé et à l'instant. Je mets aux voix. Toujours un peu de suspense avec Gérard Lebaille. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 51 voix pour et 4 abstentions. Il nous faut aussi approuver l'ADM budgétaire numéro 1 2021 du budget annexe assainissement Naros tel que présenté tout à l'heure. Je mets aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 51 voix pour et 4 abstentions. Et enfin, c'est la dernière, d'approuver l'ADM budgétaire numéro 1 2021 du budget annexe eau potable Naros tel que présenté tout à l'heure. Je mets aux voix. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 51 voix pour et 4 abstentions. Nous en avons fini avec l'ordre du jour de ce conseil communautaire. Je dois juste vous rappeler qu'il faut signer le parapheur en sortant puisque nous avions les décisions modificatives à l'ordre du jour de ce conseil communautaire. Je vous rappelle aussi que demain soir se tiendra la collecte ici même dans l'auditorium. Et je vous annonce que vous allez recevoir très rapidement une invitation pour un séminaire de prospective financière avec les nouveaux éléments justement dont on parlait, puisqu'il est très important de pouvoir, comme ça a été souligné, savoir à quoi nous engagent tous ces nouveaux éléments le 30 novembre à 17h30. Mais vous allez recevoir une invitation à ce sujet. Je vous souhaite une bonne soirée.